Et bonjour à tous, et merci d'être là. Je ne vais pas m'étendre, mais je voulais juste vous dire que c'était un honneur pour moi de remplacer ce monsieur dont on vient de parler. Et je voulais vous remercier, Frédéric et Hugues, pour votre invitation. Et merci de prendre soin de nous comme vous le faites, parce que c'est à chaque fois très agréable d'être avec vous. Donc, on m'a demandé de vous faire un point sur les neurosciences. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on a fait à Liège au niveau de la neuroimagerie et l'hypnose, mais aussi ce que d'autres laboratoires ont fait. Et aujourd'hui, je ne parlerai que d'hypnose, et dimanche, alors je me laisserai un peu plus aller. Je vous présenterai quelques petites applications cliniques au niveau de la recherche qu'on a également fait à Liège. Et je vous parlerai aussi de réalité virtuelle, de transcognitive et d'autres projets de recherche qu'on mène dans notre laboratoire. Donc, tout d'abord, juste, je sais que vous savez tous ce que c'est l'hypnose, mais pour partir de bonnes bases au niveau de nos études en neurosciences, on considère, nous, que l'hypnose est donc cet état de conscience particulier qui implique une attention particulière, une diminution de la perception de l'environnement et qui augmente cette capacité de suggestibilité des individus. Et on considère et on étudie, vous verrez dans les différentes études, ces trois composantes particulières: l'absorption, donc cette capacité à être complètement absorbé dans l'expérience; la dissociation, que ce soit une dissociation par rapport au vécu corporel, une dissociation par rapport à la réalité ici et maintenant; et la suggestibilité, qui est cette capacité d'accepter et de suivre les suggestions qui sont proposées par le professionnel, cette diminution du jugement critique. Et donc ces trois composantes qu'on peut, vous allez voir, décomposer dans les études en neuroimagerie, voir que certaines régions cérébrales sont davantage liées à l'une ou l'autre composante. Et donc ces trois composantes vont faire qu'en hypnose, on a une modulation de la conscience interne, donc la conscience que l'on a de soi-même, une modulation de la conscience externe, donc la conscience que l'on a de son environnement, une modulation de la douleur et une modulation de plein d'autres perceptions visuelles, somesthésiques, etc. Les premières recherches ont été réalisées, en fait c'est pas très vieux, les études en neurosciences, elles ont été réalisées dans les années 90, donc il y a eu deux premières recherches, je vous en présente une des deux, qui a été réalisée à Liège par notamment le professeur Fémonville, qui est en fait mon mentor, celle qui m'a vraiment plongée dans ce domaine de l'hypnose, avec qui j'ai mené tous ces travaux que je vais vous présenter. Et une des premières questions à cette époque-là, c'était de se dire: est-ce que l'hypnose, c'est pas simplement de l'imagerie mentale? Est-ce que la personne n'est pas simplement en train de vivre son souvenir agréable et est tellement bien qu'elle se déconnecte de la réalité et fait des choses et répond à des attentes par rapport aux professionnels qui pratiquent l'hypnose? Et donc, dans cette première étude en PET scan, on a comparé le métabolisme cérébral global de sujets sains dans un état d'hypnose et lorsqu'ils étaient en train de se souvenir d'un souvenir agréable. En hypnose, on suggérait le même souvenir agréable et ce qu'on voit, c'est une claire différence, notamment ici au niveau de l'activité cérébrale des régions occipitales, donc liées à la vision. Au niveau de ces régions préfrontales, et vous verrez que ça va revenir dans toutes les études, le réseau préfrontal est vraiment modulé en hypnose, il est lié notamment aux fonctions attentionnelles. Et alors aussi, on voit une activité particulière en hypnose dans les régions motrices, qu'on ne retrouve pas du tout, si vous regardez ici ces images, on ne retrouve pas au niveau occipital, au niveau des régions motrices, et l'activité au niveau préfrontal est différente. Donc clairement, l'hypnose n'est pas une simple imagerie mentale, et tout se passe comme si la personne était réellement en train de sentir, de voir, de bouger, donc d'être réellement dans l'action dans cette expérience-là. Donc on a résolu cette première question, on est d'accord, c'est pas de l'imagerie mentale, c'est autre chose. Et alors de là, on découlait plein de théories. Si vous voulez avoir une et une seule théorie de l'hypnose, c'est pas possible. Donc ici, je vous en ai cité quelques-unes, il y en a encore bien d'autres. Il y a la théorie qu'on appelle de néodissociation, qui se focus sur les processus cognitifs inconscients et qui considère que l'hypnose va déstructurer, va fractionner ces processus inconscients. Il y a la théorie du contrôle dissocié qui considère que notamment les personnes qui sont hautement hypnotisables, donc très suggestives, ce sont des personnes qui dans la vie de tous les jours sont susceptibles de développer des troubles dissociatifs. Alors il n'y a pas d'études qui ont démontré que c'était avéré, mais ça fait partie d'une des théories.
Il y a le modèle du cold control qui considère que l'hypnose, c'est une dissociation entre les mécanismes conscients et le contrôle exécutif, ce qui fait que le sens de l'agentivité, le fait d'être acteur et observateur en même temps, va être différent en hypnose par rapport à un état de conscience normal. Et alors d'autres théories d'hypofrontalité, etc. Il y a beaucoup de théories parce que vous allez voir qu'actuellement, on n'est pas à même de vous dire qu'il y a une et une seule signature de l'hypnose au niveau cérébral. Pourquoi? D'une part parce que selon les laboratoires, on utilise déjà des hypnoses différentes, des suggestions différentes, parce qu'aussi au niveau individuel, c'est très subjectif, donc il y a des différences aussi entre les sujets. Et parce que plus les années avancent, plus on devient précis aussi. Si la toute première étude que je vous ai montrée, on regardait juste ce qui s'active et ce qui se désactive. Maintenant, on regarde la connectivité, on regarde le sens de la communication, de la connectivité dans le cerveau. Donc, on devient de plus en plus pointu et donc les théories aussi se développent différemment. Alors, si on parle d'hypnose, c'est un état de conscience modifié, un état de conscience non ordinaire. Donc, il faut que l'on soit bien d'accord sur ce qu'est l'état de conscience normal ou l'état de conscience ordinaire. Au niveau cérébral, on considère que l'état de conscience ordinaire et la conscience est relié à ce réseau frontopariétal qui comprend des régions préfrontales, le précuneus, un ensemble de régions temporopariétales, et ici le précuneus que vous avez, qui joue un rôle clé dans ces processus de conscience. Et pour être conscient, il faut d'une part que ce réseau soit actif, mais surtout qu'il communique entre lui, donc il y ait une connectivité entre toutes les régions et le thalamus. Et au sein même de cette conscience, il y a deux grandes composantes, la composante interne, donc la conscience de soi, et la composante externe, la conscience de l'environnement. Et de manière intuitive, on sait que si vous êtes plus focalisé sur ce que je suis en train de dire, vous allez être moins dans votre tête à faire la liste des courses que vous ferez demain. Et inversement, si vous êtes dans votre tête à réfléchir, vous n'allez pas bien intégrer le message que je vous donne. On a voulu valider ça de manière un peu plus formelle, et dans cette étude, on a demandé à des sujets de se placer devant un clavier d'ordinateur et simultanément d'évaluer l'intensité de leur conscience interne et externe. Ils entendaient un bip toutes les à peu près 20 secondes, et à chaque fois qu'ils entendaient le bip, ils donnaient ainsi cette évaluation. Et vous voyez qu'en état de conscience normale, on a une bonne balance entre le niveau de conscience interne en bleu et externe en rouge. C'est-à-dire, ici, c'est illustré d'une autre manière. En pointillé, vous avez le niveau de conscience interne et en trait plein, le niveau de conscience externe. Et vous voyez que chaque fois que les sujets disent avoir une conscience interne élevée, leur conscience externe est très basse. Et inversement, quand la conscience externe est élevée, la conscience interne est très basse. Donc on a une belle anticorrélation entre ce vécu subjectif, ces deux vécus subjectifs internes et externes. Et en état de conscience normale, on switch de manière naturelle à peu près toutes les 20 secondes entre je suis plus interne, je suis plus externe. Simultanément, on a enregistré l'activité cérébrale de ces personnes et on a pu dissocier deux réseaux distincts. Pour la conscience interne en bleu, vous avez les régions préfrontales qui étaient actives et le cortex singulaire postérieur. Et alors en rouge, le réseau de la conscience externe avec des régions plutôt temporopariétales. Et là, à nouveau, on voit bien cette anticorrélation, puisque à chaque fois que la personne disait être très focalisée sur son vécu interne, on a une activité importante du réseau bleu, du réseau on dit midline et du précuneus, et des régions préfrontales. Et en même temps, le réseau de la conscience externe, lui, n'est pas actif. Et inversement, chaque fois que la personne nous disait être fort focalisée sur les bruits extérieurs, on voit ce réseau de la conscience externe qui est activé et le réseau de la conscience interne qui, lui, est très peu actif. Donc cette dissociation dans le vécu subjectif se reflète au niveau de nos cerveaux avec cette anticorrélation. Tout ça, c'est quand on est en état de conscience normal. Alors, en état de conscience, en hypnose, donc dans cet état de conscience différent, voilà ce qui se passe. Donc ici, vous avez de nouveau le vécu subjectif en état de conscience normal. Et là, vous voyez en hypnose que d'une part, la conscience interne est plus importante, la conscience de soi est plus élevée. Et d'autre part, la conscience de l'environnement, la conscience externe en hypnose est diminuée, voire parfois totalement absente chez certains sujets. Vous le savez, quand les personnes sont en hypnose, parfois elles oublient totalement la réalité extérieure. Et ça se reflétait ici dans ces données sur cette échelle de 0 à 4.
Et de nouveau, vous avez ici cette anticorrélation. Hein. Quand la conscience interne était forte, la conscience externe était diminuée également en hypnose. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce switch a ralenti par rapport au switch naturel de 20 secondes. Et en hypnose, il est plus lent, il est passé à 33 secondes. Donc en gros, dans le vécu subjectif, on voit une modification qu'on a pu objectiver avec ce style de paradigme qui est, somme toute, assez simple. Évidemment, on s'est demandé, que se passe-t-il au niveau cérébral ? Et donc on voit que ces deux réseaux internes et externes sont également modifiés en hypnose. Vous avez ici l'illustration du réseau de la conscience de l'environnement, donc externe, en état de conscience normale. Et là, vous l'avez en hypnose et vous voyez qu'il est quasiment absent, ce qui reflète bien cette absence de perception de l'environnement que les sujets rapportent. Au niveau de la conscience interne, c'est un peu plus subtil. C'est pas simplement c'est actif ou désactivé. C'est vraiment plutôt au sein de la connectivité. Donc la connectivité, pour ceux qui sont moins familiers, c'est la communication entre des régions du cerveau. Ce qu'on voit en hypnose, c'est qu'on a une diminution en bleu ici de la connectivité entre les régions parahippocampiques et le cortex cingulaire postérieur, alors qu'en même temps, on a une augmentation en orange de la connectivité entre des régions plutôt temporales et préfrontales. Ici, c'est une illustration qui dit la même chose, mais sous forme de graphique. Donc, en gris foncé, vous avez le niveau de la connectivité en hypnose, et en gris clair, en état de conscience normale. Et vous voyez que la connectivité augmente dans ces régions préfrontales et temporales, et qu'elle diminue ici au niveau des régions plus intérieures, donc le précuneus, le cortex cingulaire postérieur et les régions parahippocampiques. Alors, dans la littérature, on est maintenant nombreux à étudier ce qu'on appelle le resting state en hypnose. Donc le resting state, c'est simplement, je vous demande de fermer les yeux, de rester bien éveillé, et vous pensez à n'importe quoi. C'est l'état du cerveau au repos. Et en hypnose, on fait la même chose, on demande au sujet de fermer les yeux, on induit une hypnose, souvent une hypnose neutre, et on regarde ce qui se passe. On est tous d'accord pour dire que la conscience externe et les réseaux liés à la conscience externe sont fortement diminués en hypnose. Par rapport à la conscience interne, alors là, on est tous un peu, on diverge. Il y en a qui disent que ça augmente, il y en a qui disent que ça diminue. On n'est pas d'accord sur exactement les mêmes petites régions, mais on est tous d'accord pour dire qu'il y a une modulation de ces phénomènes de conscience interne et des réseaux cérébraux liés à la conscience interne en hypnose. De nouveau, je pense que les différences, c'est simplement parce qu'on n'a pas tous la même méthodologie. Donc on devrait être un peu plus uniforme dans nos études pour pouvoir faire une comparaison plus propre de tous les résultats que l'on a. Alors récemment, on a mené une étude avec de l'EEG haute densité en hypnose, où on a mis un casque d'EEG, donc 256 électrodes, à des sujets sains. On a comparé l'activité cérébrale en baseline, donc c'est au repos, éveillé, et l'activité cérébrale des sujets en hypnose. Et dans ce cas, vous avez deux manières de l'illustrer. Donc ici, vous avez une vue du cerveau vue d'en haut, avec des couleurs, plus c'est rouge, plus c'est actif, plus c'est bleu, plus c'est désactivé, des ondes delta, alpha et bêta, qui étaient les ondes qui étaient modifiées par cet état de conscience particulier, par l'hypnose. Et ce qu'on voit, vous avez ici illustré d'une manière différente. En rouge, on a une augmentation des ondes lentes delta, mais spécifiquement au niveau préfrontal et au niveau de l'hémisphère droit, au niveau temporopariétal. Vous allez voir qu'au niveau préfrontal, de nouveau, ça va revenir dans plein d'études. Et on avait en même temps une diminution en bleu des ondes alpha et bêta, spécifiquement au milieu, donc dans les régions préfrontales et occipitales, et de nouveau l'hémisphère droit en temporopariétal. Donc on voit une activité très asymétrique en hypnose par rapport à un état de conscience normal, et une modification de ces ondes qui sont des ondes lentes, donc liées à des états de relaxation, dans des régions qui sont impliquées dans tout ce qui est attentionnel, dans tout ce qui est intégration de l'information. Alors ce cortex préfrontal, il revient quelle que soit la manière dont on étudie l'hypnose, et dans cette étude qui vient de paraître, qui est assez récente, les auteurs ont proposé d'observer l'activité cérébrale avant l'administration d'un stimulus. Donc là, chez 23 sujets sains, les auteurs ont administré une stimulation sensorielle non douloureuse à des sujets, ont enregistré l'activité électrique du cerveau,
et on regardait quelques millisecondes avant que l'on stimule les sujets, ce qui se passait dans le cerveau. Donc là, vous avez l'activité cérébrale des sujets en conditions contrôle, donc simplement un état de relaxation sans suggestion hypnotique, et ici, dans un état d'hypnose. Et de nouveau, on voit que la différence se marque au niveau des régions préfrontales, comme vous voyez ici en orange. L'activité, et notamment au niveau des ondes des potentiels évoqués somatosensoriels, est diminuée avant l'apparition du stimulus en hypnose dans ce cortex préfrontal, ce qui pourrait expliquer que quand on est en hypnose, on perçoit différemment et on perçoit moins les stimulations qui sont administrées voilà, par rapport à une condition contrôle. Alors, cette étude aussi, je vous parlais tout à l'heure des composantes de l'hypnose, donc il y a l'absorption, la dissociation, le niveau de relaxation. Et donc certains labos se sont dit, on va décomposer cet état d'hypnose selon toutes ces composantes, et on va voir si au niveau cérébral, on peut voir une activité de région spécifique selon ces composantes. Donc on compare toujours le vécu subjectif des personnes avec ce qui se passe dans leur cerveau. Ici, les auteurs québécois sont intéressés à la relaxation et à l'absorption, en blanc en état d'éveil normal et en noir en hypnose. Donc vous voyez qu'en hypnose, ces deux composantes, relaxation et absorption, sont significativement plus importantes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que plus le niveau de relaxation des sujets augmente, plus l'activité au niveau du cortex singulaire antérieur va augmenter, et plus le niveau d'absorption augmente chez les sujets, plus l'activité du cortex singulaire et du pont supérieur du thalamus vont augmenter. Donc on a vraiment une corrélation avec une activité cérébrale propre pour ces deux types de composantes. En gros, je vous ai fait un petit résumé pour ne pas vous présenter toutes les études, parce qu'il y en a quand même beaucoup maintenant, et cette équipe, cet auteur, Landry et ses collaborateurs, ont vraiment fait une belle revue de littérature, si vous avez envie d'aller plus en profondeur, où ils ont repris tous nos travaux, au niveau mondial, sur ce phénomène de resting state, de repos en hypnose, et voir comment on pouvait mettre tout ça en commun. Donc je vous disais, il y a des divergences entre nous, mais ce qui ressort, et on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'il y a 3 réseaux importants qui sont impactés par l'hypnose. Il y a le réseau du contrôle exécutif, en rouge, qui comprend notamment ce cortex préfrontal, le cortex singulaire postérieur, qui est impliqué dans les mécanismes attentionnels, dans les stratégies mentales. On est d'accord aussi tous pour dire que le réseau Salience, donc qui permet de détecter les informations saillantes dans l'environnement, est fortement impacté par l'hypnose et qui comprend ce cortex singulaire antérieur et les insula. Et enfin, le réseau du mode par défaut, qui est un réseau qui est impliqué dans les mécanismes liés à la conscience de soi, à cette pensée interne, et qui comprend les régions mésiofrontales et le cortex singulaire postérieur, est également modulé par l'hypnose. Donc ça, c'est en gros le message global que l'on peut retenir au niveau des études en neuroimagerie au repos en hypnose. Ces 3 réseaux vont être vraiment modulés par ce phénomène hypnotique et peut-être liés au vécu subjectif des personnes qui disent qu'ils perçoivent moins l'environnement, une conscience de soi différente, une conscience corporelle différente, et une intégration de l'information différente qui fait que les personnes peuvent suivre plus facilement ou différemment les suggestions que vous leur donnez. Alors en recherche, si on parle d'hypnose, on ne peut pas passer à côté de l'hypnotisabilité. J'ai envie de dire malheureusement, parce que ça nous complique souvent la vie. Donc en clinique, c'est une question que l'on aborde moins. On fait en général pas de test d'hypnotisabilité à un patient avant de le recevoir pour lui dire si oui ou non vous allez faire de l'hypnose avec. En recherche, c'est la première question qu'on va vous poser. Si vous publiez une recherche, la première question des reviewers, c'est « Oui, mais quel était le niveau d'hypnotisabilité de vos sujets ?» Alors, on a la chance ou la malchance d'avoir des dizaines d'échelles qui permettent de mesurer l'hypnotisabilité, qui sont plus ou moins longues, ça peut aller jusqu'à 1h30 de passation, et qui, à mon sens, passent à côté d'un facteur important, puisque ces échelles, pour la plupart, vont mesurer les observations comportementales, c'est-à-dire que vous, en tant qu'expérimentateur, vous allez induire une hypnose qui est standardisée, vous lisez un texte, et puis vous allez faire des suggestions standardisées, toujours les mêmes, des hallucinations auditives, des rigidités des bras,
Donc vraiment des trucs très comportementaux. Et vous allez scorer. Ok, son bras ne s'est pas plié quand je lui ai suggéré de le plier, il a un point. Il a fait semblant de chasser un moustique, donc il a cru percevoir son moustique, je lui mets un point. Et vous avez au final un total de points qui vous permet de dire s'il est plus ou moins, s'il est hautement, moyennement ou faiblement hypnotisable. Mais on n'interroge pas le vécu subjectif de la personne, donc on n'a pas accès à la perception de l'individu, sauf dans une ou deux échelles, notamment ce questionnaire, cet inventaire de la phénoménologie de la conscience, mais qui, de nouveau, reste très long à passer, jusqu'à 1h30 de passation. Donc imaginez quand on fait une étude où on doit inclure 100 sujets, vous devez d'abord faire les tests d'hypnotisabilité chez ces 100 sujets, donc 100 sujets fois 1 heure, puis seulement vous pouvez commencer votre paradigme, ça devient très très lourd. Et c'est encore pire si vous dites, moi je fais une étude où je ne sélectionne que les hautement hypnotisables, donc vous devez pré-screener vos sujets, sachant qu'il y a plus ou moins 25% de la population qui est hautement hypnotisable. Imaginez le nombre de personnes que vous devez voir en amont de votre étude pour avoir vos 25 sujets, commencer votre étude et espérer qu'ils terminent tous l'étude. Donc voilà, c'est pas forcément évident. Et depuis des années, Madame Fémonville, en dehors de cette échelle d'hypnotisabilité, pose 3 questions parce qu'elle considère qu'avec ces 3 questions, elle avait déjà une bonne information du vécu des personnes qui pouvaient l'orienter correctement pour les inclure ou pas dans les études. Ces 3 questions, c'était quelle est, selon vous, sur une échelle de 0 à 10, votre sensation d'absorption dans l'expérience que vous venez de vivre. 0 pas du tout absorbé, 10 complètement dans l'expérience. De 0 à 10, quelle est votre sensation de dissociation par rapport à la réalité d'ici et maintenant? 0, aucune. 10, j'étais complètement ailleurs. Et pouvez-vous me dire combien de temps l'expérience a duré? Donc, quelle était votre perception du temps? Et donc, pendant des années, elle a utilisé ces 3 questionnements. On ne les a pas vraiment utilisés. Et récemment, on s'est dit, on va quand même voir. Ce serait quand même dommage de passer à côté de quelque chose qui pourrait vraiment nous soulager. Et donc, on s'est dit qu'on allait comparer ces 3 questions avec, en parallèle, une échelle standardisée, la Stanford. Donc, les sujets sont venus à 2 reprises, de manière randomisée. Une fois, ils voyaient Madame Fémonville, avec une hypnose neutre, on posait les 3 questions. Et la deuxième fois, ils venaient voir soit moi, soit une de mes collègues. On faisait cette Stanford, cette échelle très longue d'1h30. On cotait et on disait il est haut, moyen ou faiblement hypnotisable. Et on a pu mettre en évidence que le score de dissociation était très bien corrélé avec ce score standardisé. Donc avec une seule question, on pouvait distinguer très nettement les personnes qui étaient faiblement des personnes qui étaient très hypnotisables. Donc imaginez, le gain de temps, c'était vraiment une bonne nouvelle. Maintenant, cette étude n'a été réalisée que sur 62 sujets, donc pour valider une échelle, il faut la valider sur beaucoup plus de sujets, donc on doit vraiment valider maintenant cette observation, mais c'est très encourageant pour nous et pour les études qui vont venir dans le futur. Si on parle des personnes hautement ou faiblement hypnotisables, la question qui s'est posée aussi, c'est est-ce que le cerveau est différent entre ces personnes? Et oui. Donc ici, c'est un résumé des différentes études qui existent. Il y a des différences aussi bien au niveau de la structure du cerveau. Donc les personnes qui sont hautement hypnotisables ont la matière blanche au niveau du corps calleux qui est plus épaisse, ont une matière grise plus importante au niveau du sulcus frontal, du gyrus frontal, de l'insula, et aussi au niveau de région temporale que vous avez ici. Et présente aussi des différences au niveau fonctionnel, donc du fonctionnement. On voit une connectivité augmentée entre les régions préfrontales et le cortex singulaire antérieur, ce qui n'est pas étonnant puisqu'on voit que ce sont des régions qui viennent en permanence, qui ressortent des résultats sur l'hypnose. Les personnes qui sont hautement hypnotisables ont une connectivité qui est augmentée à ce niveau-là. Une modification aussi de l'activité au niveau thalamus, fronto-pariétal, au niveau du cortex singulaire antérieur, et de la connectivité avec des régions plutôt pariétales. Donc voilà, il y a vraiment une différence au niveau de la structure et du fonctionnement entre ces 2 types de personnes. Une différence qui est également observée au niveau de l'EEG. Donc cette étude toute récente, les auteurs chez 46 sujets ont enregistré l'activité électrique cérébrale de sujets lorsqu'ils faisaient cette échelle standardisée où on leur faisait une induction très standard et puis des suggestions, vous voyez ici, de bras rigides, de mains qui ne savent pas se décoller, de bras qui ne savent pas se rapprocher, ce phénomène de répulsion des aimants. Et ils ont enregistré l'activité cérébrale
avant l'hypnose, pendant l'induction, pendant la suggestion et quand les personnes sortaient de l'hypnose. Et ce qui ressort au niveau des résultats, c'est une augmentation de la connectivité, particulièrement pour le rythme θ et alpha, et spécifiquement au niveau des régions occipitales et pariétales. Et ces rythmes θ et alpha sont connus pour être impliqués dans les phénomènes d'intégration de l'information, de traitement de l'information et de connectivité également entre les régions cérébrales. Et donc tout se passe comme si chez les sujets hautement hypnotisables, ces phénomènes d'intégration de l'information ne fonctionnent pas de la même manière que chez les autres personnes. Et un autre travail que j'ai trouvé intéressant, qui est aussi tout récent de 2020, là c'est plutôt une observation au niveau biologique, parce que biologiquement il y a d'autres phénomènes qui les différencient. Et ces auteurs ont observé que la concentration de GABA, donc de deux neurotransmetteurs, et ici du GABA, était plus importante dans le cortex cingulaire inférieur chez les personnes qui étaient hautement hypnotisables. Donc vous voyez que plus le degré d'hypnotisabilité augmente, plus la concentration en GABA augmente dans cette région. Et inversement, au niveau du glutamate dans la même région, dans le cortex cingulaire antérieur, plus le niveau d'absorption des personnes diminue en hypnose, plus la concentration augmente. Donc là, c'est diminue également, donc de manière inversée. Donc là, c'est intéressant, puisque ces deux neurotransmetteurs sont également impliqués dans tous les processus inhibiteurs et excitateurs au niveau cérébral, ce qui permet aussi, comme je vais l'expliquer après, de pouvoir peut-être réfléchir, est-ce qu'on pourrait imaginer des apports extérieurs pour augmenter l'hypnotisabilité des personnes? Donc évidemment, c'est une nouvelle étude, c'est à reproduire, c'est à chercher plus en profondeur, voire avec plus de sujets, mais ça donne vraiment des pistes intéressantes pour le futur. Et d'ailleurs, c'est dans cette étude, justement, cette question de est-ce qu'on peut augmenter l'hypnotisabilité de manière artificielle? Est-ce qu'on peut aider les personnes à se sentir plus confortables dans l'hypnose et donc augmenter leur confiance aussi en eux-mêmes par rapport à l'hypnose? Parce que, vous savez, notamment pour les chirurgies en hypnose, certaines personnes vont dire « c'est pas pour moi, moi j'y arriverai pas, j'ai bien trop peur ». Si on pouvait leur dire « mais on peut augmenter votre sensibilité à l'hypnose, augmenter votre expérience, ce vécu intérieur », soit en stimulant, soit en donnant un apport différent via des excitateurs de neurotransmetteurs, ça pourrait vraiment les aider à vivre cette expérience de manière différente. Et ici, dans cette étude, les auteurs ont utilisé la RTMS, donc c'est un outil de stimulation magnétique transcrânienne. Vous voyez, c'est comme un gros aimant, comme ça, qu'on met sur le scalp des sujets, et qui va envoyer des stimulations électriques qui vont venir perturber le système neuronal. Dans ce cas-ci, les auteurs ont choisi le cortex dorsolatéral préfrontal. Vous vous souvenez, cette région clé qu'on voit apparaître dans plusieurs études. Ils l'ont stimulé et ils ont montré, donc c'est 24 sujets qui étaient médiums, donc niveau moyen d'hypnotisabilité. Et grâce à cette stimulation, ils ont pu augmenter le niveau d'hypnotisabilité de ces 24 sujets. Donc c'est à nouveau petite population, mais des résultats intéressants qui permettraient alors d'augmenter cette sensibilité à l'hypnose. Une des grandes critiques des études en hypnose, ça a été aussi, si vous dites à vos sujets qu'ils font de l'hypnose, d'office vous allez avoir des meilleurs résultats et vous allez les booster parce qu'ils ont des attentes et donc vous introduisez un énorme biais dans vos études. Et ces auteurs, du coup, se sont penchés sur la question et ils ont repris toutes les études qui corrélaient attente et hypnotisabilité de 1967 à 2017. Vous voyez qu'il n'y a que 19 études qui ont été sélectionnées. Donc les sélections se font sur base de est-ce que la méthodologie est clairement expliquée, est-ce que c'est des protocoles randomisés. Donc il y a plein de critères de qualité. La conclusion, c'est que apparemment la corrélation entre attente et hypnotisabilité est vraiment faible. Donc les résultats ne confirment pas ce fait qu'on a un gros biais quand on dit au sujet vous allez faire de l'hypnose, donc vos résultats vont être augmentés. Avec la petite subtilité que si on donne une description très détaillée de chaque suggestion que l'on va faire avant l'hypnose, là on va augmenter cette corrélation entre les attentes et l'hypnotisabilité. Par contre, si on ne donne pas d'informations détaillées, le lien est très faible. Donc, c'est assez rassurant aussi pour nous, chercheurs, de se dire qu'on peut faire les choses correctement. Même si on dit aux personnes qu'elles font de l'hypnose, on ne va pas avoir un biais énorme. Il y a toujours des attentes, mais ce n'est pas ça qui va entacher les résultats. Et ça nous permet quand même de faire confiance en nos observations.
J'avais envie aussi de vous présenter, c'est pas vraiment de la neuroscience, mais je trouve que c'est important et c'était intéressant d'en parler. Vous savez, quand vous pratiquez de l'hypnose, il y a une certaine résonance entre vous et le sujet. On a parfois l'impression qu'on est avec eux en hypnose, on est aussi en état de conscience différent. C'est pas énormément étudié en recherche, mais ces auteurs-ci ont étudié ce phénomène en proposant 3 questionnaires, aussi bien, ils appellent ça l'hypnotiste, qu'au sujet. Donc un questionnaire de mesure d'implication archaïque, qu'est-ce que c'est? Ce sont des questions comme si je n'ai pas suivi la suggestion de l'hypnotiste, je me sens coupable, ou pour l'hypnotiste, si je vois que mon sujet n'a pas répondu à la suggestion, je pense que j'ai mal fait mon travail. Donc on voit que les scores entre hypnotiste et sujet sont assez similaires, donc il y a en effet un vécu qui résonne bien entre les deux, un vécu subjectif assez identique. Un questionnaire d'harmonie dans la dyade qui va mesurer des facteurs d'intimité, de communion, de gaieté et de tension. Et de nouveau, vous voyez en orange et en bleu que les courbes sont assez similaires. Le ressenti des sujets ressemble assez bien au ressenti de l'hypnotiste. Et avec ce questionnaire, cet inventaire de phénoménologie de la conscience qui est plus subtil, là on va voir, vous voyez, c'est pas très, comme le contraste n'est pas très fort, c'est peut-être pas très clair, mais il y a une ligne en trait plein qui représente le vécu de l'hypnotiste, et en pointillé, le vécu des sujets. En gros, les courbes se suivent assez bien, donc le vécu est assez similaire, mais avec des petites subtilités. Donc le professionnel qui pratique l'hypnose va avoir une expérience modifiée, une imagerie corporelle, une perception du temps, qui vont être moins impactés par l'hypnose par rapport au sujet qui est en train de vivre l'hypnose. Les professionnels disent vivre moins de sensations de tristesse aussi que les sujets qui sont eux-mêmes en hypnose, moins d'impact sur leur attention et ce sentiment de diriger l'expérience, qui est logique puisqu'on est nous-mêmes dans le contrôle quand on pratique l'hypnose, moins de modification de la conscience de soi quand on est le praticien en hypnose. Par contre, une augmentation de la rationalité, du contrôle volontaire et de la mémoire. Donc, en général, le praticien n'a pas d'amnésie post-hypnotique, ou moins en tout cas, et donc ça se reflète bien dans ces questionnaires également. Donc voilà, cette résonance que l'on ressent subjectivement, elle existe, avec des subtilités par rapport au vécu, et je trouvais ça intéressant de le voir de manière un peu plus objective. Dans cette étude, ils utilisaient une hypnose qu'ils appellent alerte active. Donc les sujets étaient sur des vélos et devaient pédaler pendant qu'on leur faisait des suggestions hypnotiques et après passer ces questionnaires-là. Voilà pour ce qui était hautement, faiblement hypnotisable, les degrés d'hypnotisabilité. Si je vous parle des études en neuroimagerie, je ne peux pas passer à côté des études en douleur, puisque à Liège, ça a été quand même notre point de départ des recherches en neurosciences, grâce à Madame Frémonville de nouveau, qui, dans les années 90, a été pionnière pour lancer cette technique d'hypnosédation, qui est une combinaison entre hypnose, sédation consciente et anesthésie locale, et qui a permis actuellement, à Liège en tout cas, d'opérer plus de 10 000 patients, avec une toute petite dizaine de cas où on a dû passer de l'hypnosédation à une anesthésie générale, pas à cause de l'hypnose qui aurait moins bien marché, mais parce qu'au niveau chirurgical, il y a eu des complications telles que ce n'était pas possible de garder le patient sans une anesthésie générale. Donc voilà, l'hypnosédation, ça peut être pratiqué pour différentes formes de chirurgie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que plusieurs équipes de par le monde maintenant font des études et montrent qu'il y a vraiment un intérêt à remplacer l'anesthésie générale dans certaines chirurgies par de l'hypnosédation. Pourquoi? Déjà, très simplement, parce que vous savez qu'une anesthésie générale, c'est lié à plein d'effets secondaires, des nausées, des vomissements, des troubles cognitifs qui peuvent être vraiment handicapants, surtout plus on avance en âge, avec un impact important sur les activités quotidiennes, un arrêt prématuré de l'activité professionnelle, une diminution de la qualité de vie. Et donc, grâce à l'hypnosédation, on peut vraiment améliorer ce vécu, puisqu'il n'y a pas ces effets de cet agent pharmacologique. Au niveau de la douleur, il y a une bonne gestion de la douleur grâce à l'hypnosédation, une diminution de l'anxiété des patients, une diminution évidemment de la fatigue, puisqu'il n'y a pas cet effet secondaire lié à cette anesthésie générale, et alors on a observé également un retour au travail qui est plus rapide. Donc vraiment, sans aucun doute, l'intérêt d'implémenter cette technique au niveau anesthésiologique.
comment ça marche? Eh ben, simplement par l'impact de l'hypnose sur ce qu'on appelle le réseau de la douleur. Donc, dans cette première étude qui a été réalisée à Liège, on a de nouveau mesuré le vécu subjectif des sujets et comparé avec leur activité cérébrale. On envoyait des stimulations douloureuses à l'aide d'un laser sur le dos de la main des personnes et des stimulations sensorielles. Donc en dessous de 450 millijoules, ça faisait pas mal. Au-dessus de 450 millijoules, ça faisait mal. En blanc, vous avez le ressenti de 0 à 4 des personnes en état de conscience normal. Et en noir, en hypnose. Et vous voyez qu'en hypnose, la perception subjective est significativement moins importante qu'en état de conscience normal. Au niveau cérébral, voilà ce qui se passait. Donc là, vous avez l'image de cerveau de sujet sain en état d'éveil normal. Donc vous tous, si vous fermez les yeux, je vous pince la main, vous allez activer ce réseau qu'on appelle le réseau de la douleur. Maintenant, si vous vous mettez dans un état d'hypnose, je vous repince la main, ben voilà ce qui se passe. Le réseau de la douleur diminue très très fort, voire disparaît, ce qui explique qu'on a cette perception fortement diminuée de la douleur dans cet état. Avec de nouveau une petite subtilité, c'est que la connectivité va être différente, notamment de cette région clé, le cortex singulaire antérieur, qui a vraiment un rôle important dans la modulation de la perception de la douleur en hypnose, puisque la connectivité de ce cortex singulaire antérieur avec toute cette région, tout ce réseau-ci qui est le réseau de la douleur, va être augmentée, comme on le voit ici avec cette courbe verte, en hypnose, par rapport à un état de conscience normal représenté par cette courbe rouge. Donc voilà, au niveau cérébral, on a vraiment un reflet de cette diminution de la perception de la douleur par cette modulation importante du réseau de la douleur et de sa connectivité en son sein. Alors on n'en parle pas beaucoup, dans la recherche en tout cas on n'en parle pas beaucoup, c'est de l'hypnose et du vieillissement. Est-ce que plus on vieillit, moins on est hypnotisable, plus on est hypnotisable, on ne sait pas très bien. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été réalisées, mais j'avais envie de vous les présenter aujourd'hui. Donc ici, vous avez deux études plus ou moins jeunes, une de 73, une de 2007, qui ont mesuré l'hypnotisabilité de plus de 3000 personnes et ils les ont suivies dans le temps. Et ce que ces études ont mis en évidence, et les résultats concordent bien, que ce soit en 73 ou en 2007, c'est que plus les personnes avancent en âge, plus le degré d'hypnotisabilité va diminuer, jusqu'à 40 ans. Et il semblerait qu'après 40 ans, il y a un espèce d'effet rebond. Donc les personnes réaugmentent cette sensibilité à l'hypnose. Donc apparemment, oui, il y a un effet de l'âge sur... après, est-ce que c'est juste un effet de l'âge, un effet du développement cognitif? Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu. Est-ce que cet effet de l'âge va avoir un effet sur la perception de la douleur et de l'anxiété? Dans cette étude, sur 241 personnes, là, les auteurs ont étudié les sujets en situation de chirurgie, dans différentes conditions. Soit c'était simplement de l'attention empathique, donc c'est pas de l'hypnose, mais c'était une espèce de distraction pour améliorer le confort des personnes. Soit c'était de l'hypnose, et alors il y avait des groupes de jeunes et des groupes de personnes plus âgées. Les résultats, vous avez ici plein de graphiques qui représentent plein de conditions, mais les résultats intéressants sont représentés en rouge et en bleu. Ce sont les résultats dans les conditions d'hypnose. Donc en rouge, ce sont les personnes âgées et en bleu, les plus jeunes. Quel que soit l'âge, on a un bénéfice plus important des techniques d'hypnose par rapport à une technique de distraction simple. Mais on voit que les personnes plus âgées ont retirent un meilleur bénéfice de l'hypnose sur la perception de la douleur, alors qu'au niveau de l'anxiété, c'est assez similaire. Quel que soit l'âge, on a un effet similaire de l'hypnose pour l'anxiété. Est-ce que l'hypnose peut amener quelque chose au niveau de la qualité du sommeil? Je pense qu'en tant que professionnel de la santé, vous savez que ça peut aider les personnes à améliorer la qualité du sommeil. On l'a vu aussi en oncologie, je vous en reparlerai dimanche. Ici, ça a été plus objectivé au niveau de l'activité cérébrale. Donc, dans cette étude, les auteurs ont demandé à 70 sujets qui étaient, c'est important, hautement hypnotisables, donc ils ont sélectionné que des hautement hypnotisables, d'écouter un texte, soit c'était un texte banal, soit c'était une hypnose, et puis de faire une sieste. Pendant la sieste, on enregistrait le G, donc le nombre d'ondes lentes, et puis après, ils se réveillaient. Et ce que les auteurs rapportent, c'est que les personnes qui ont bénéficié de l'hypnose avant leur sieste
montrait plus d'ondes lentes, un taux plus important d'ondes lentes pendant le sommeil par rapport aux personnes qui avaient simplement un texte tout à fait banal. Donc on voit qu'après l'hypnose, il y a 81% d'augmentation du taux d'ondes lentes et qu'il y a une diminution de 67% du temps passé éveillé. Donc les personnes s'endorment plus vite et ont une qualité de sommeil différente. Donc les ondes lentes, elles sont vraiment importantes et jouent un rôle important dans le sommeil parce que celles qui sont notamment à la clé de la plasticité cérébrale, celles qui permettent au cerveau cette espèce de restructuration pendant le sommeil. Donc plus on a d'ondes lentes pendant cet état de sommeil, plus le cerveau, si vous voulez, permet à ce moyen de se restaurer, de faire un reset, et donc une meilleure qualité de sommeil. Donc vous voyez que chez des personnes hautement hypnotisables, on a un intérêt de l'hypnose qu'on ne retrouve pas chez des personnes faiblement hypnotisables. D'où l'intérêt de ce que je vous ai montré tout à l'heure. À nouveau, si on peut augmenter la sensibilité à l'hypnose des personnes et les faire passer de faiblement à moyennement, voire hautement hypnotisables, est-ce qu'on pourrait alors améliorer cet impact et ce bénéfice de l'hypnose pour le sommeil et tout ce qui en retourne par rapport à ces ondes lentes? C'était chez des personnes jeunes. Ils ont répliqué la même méthodologie chez des personnes âgées en rajoutant une petite tâche très simple de mémorisation. Donc de nouveau, les personnes faisaient une sieste, soit avec un texte, soit avec une hypnose, avant leur sieste. La sieste avec le taux d'ondes lentes, et puis ils se réveillaient, puis ils avaient une tâche cognitive. Et donc là, on a aussi bien des high et des low, hypnotisables chez les personnes plus âgées. On voit que seules les personnes hautement hypnotisables dans cette tranche d'âge vont retirer un bénéfice au niveau du taux d'ondes lentes, donc comme on avait chez les jeunes. Par contre, et également, ça se reflète au niveau de la tâche cognitive. Donc, seules les personnes hautement hypnotisables amélioraient leur performance à cette tâche cognitive suite à une sieste précédée d'une hypnose. Les personnes qui n'avaient pas eu d'hypnose n'ont pas d'effet, pas de bénéfice pour cette tâche cognitive. Donc là, on voit un effet supplémentaire de cet effet d'hypnotisabilité, avec alors tout ce qui pourrait en découler, avec l'âge qui avance, les démences qui s'installent, des troubles cognitifs qui s'installent. Avec l'hypnose, est-ce qu'on pourrait aider à travailler en amont et diminuer cette installation des troubles cognitifs? De nouveau, il n'y a pas beaucoup d'études, donc c'est à répliquer, mais c'est quelque chose que je trouve très prometteur. Alors, je vais terminer par quelques études que je trouve un peu plus fun, qui montrent à quel point l'hypnose permet de leurrer nos cerveaux. Donc dans cette étude sur la perception visuelle, plusieurs conditions. Les auteurs ont enregistré l'activité cérébrale de sujets lorsqu'ils voyaient ce pattern coloré. Si vous regardez ce pattern coloré, que j'enregistre l'activité de votre cerveau, vous allez tous activer ces trois régions, le gyrus fusiforme et les aires temporales inférieures qui sont liées à la perception de la couleur notamment. Et puis deuxième condition, on montrait au sujet ce pattern noir et blanc et on faisait une induction en hypnose et des suggestions de couleurs. Et on demandait au sujet de décrire, et il décrivait vraiment des belles couleurs bien contrastées. Et ce qui se passe dans leur cerveau, c'est qu'on a exactement la même activité cérébrale, qu'on ne retrouve pas si simplement, hors hypnose, ils regardent ce pattern en noir et blanc. Donc par l'hypnose, on a pu leurrer le cerveau et lui faire croire que réellement il y avait des couleurs, et ça se reflète au niveau cérébral. La même chose au niveau des hallucinations auditives. Donc ici, trois conditions différentes. La première, c'était écouter un message, mais soyez vraiment très attentifs à ce message. Deuxième condition, on ne vous fait rien entendre, mais imaginez le message comme si vous l'entendiez. Troisième condition, on ne fait rien entendre, mais on fait une induction hypnotique et on suggère un message et on alimente ainsi l'hypnose par rapport à ce message auditif. Et ce qui se passe, vous avez ici l'activité au niveau préfrontal de nouveau, l'intensité de l'activité en baseline, donc quand il ne se passe rien du tout, quand les personnes entendent réellement le message et qui passe réellement. Ici, quand on leur demande d'imaginer le message mais qu'ils n'entendent rien, et là, ils n'entendent rien, mais on hallucine, donc on suggère le message, et vous voyez que l'intensité de l'activité est similaire, aussi bien en hypnose que lorsque la condition est réelle du message écouté dans cette région. Donc à nouveau, tout se passe comme si le message était vraiment présent, comme si cette perception auditive était réelle. Et cette dernière étude au niveau de ces perceptions modifiées, c'est par rapport à la douleur. Et celle-là, on la présente souvent à nos patients pour leur montrer, parce que l'a priori qu'ils ont, c'est avec l'hypnose, j'arriverai pas à diminuer la douleur. Donc on leur parle pas de diminuer la douleur tout de suite. D'abord, on leur dit, regardez dans cette étude,
Sujet sain, on enregistre l'activité du cerveau des personnes quand on leur fait mal. En rouge, on a le réseau de la douleur, c'est normal. Ici, deuxième condition, on ne fait rien et on dit aux personnes, imaginez que vous avez mal. Quand vous avez très très mal, vous nous le dites. On enregistre l'activité cérébrale, il ne se passe rien. Troisième condition, induction d'une hypnose et on suggère la douleur. Et tout s'active en bleu, comme le réseau de la douleur que vous avez en rouge ici. Donc le réseau de la douleur est activé alors qu'il ne se passe rien du tout. Donc si avec l'hypnose on peut augmenter la douleur, on peut la diminuer et donc ça aide à travailler dans cette démarche avec les patients. Alors un de notre autre petit centre d'intérêt à Liège, c'est notamment aussi d'étudier d'autres états de conscience modifiés, par exemple les expériences de mort imminente. Donc vous savez, ces expériences de mort imminente, elles apparaissent quand la personne est en danger de mort, et donc les personnes à ce moment-là où sont déclarées mortes et puis revivent, enfin, vous voyez le phénomène. Et ces personnes racontent qu'elles voient un tunnel, qu'elles voient une lumière brillante, cette sensation d'amour intense, de bien-être. Certaines disent voir des défunts, etc. Et ce qui est très interpellant, c'est que ces expériences de mort imminente sont très similaires, quelle que soit la culture, quel que soit le pays, quelle que soit la croyance religieuse. Et donc il y a de plus en plus d'études qui sont menées pour essayer de comprendre comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut expliquer au niveau neurophysiologique un processus sous-jacent à ces expériences particulières. Et du coup, avec ma collègue Charlotte Martial, à Liège, on s'est demandé, est-ce qu'avec l'hypnose, on peut faire revivre des expériences de mort imminente pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau neurophysiologique dans le cerveau de ces personnes. C'est pas facile de recruter des expérienceurs, donc des gens qui ont eu ce type d'EMI. Donc ici, dans cette étude, on a 5 personnes qui ont accepté de participer, 5 personnes qui ont eu une EMI, suite à différents événements, que ce soit un événement un traumatisme, soit une opération, soit vous voyez une méditation profonde. Le niveau d'hypnotisabilité était variable, 3 hauts, 1 médium, 1 bas. Et chez ces sujets, on a enregistré l'activité EEG, en même temps dans différentes conditions, donc en condition resting state, donc baseline. On leur demandait de se souvenir simplement de leur expérience de mort imminente. On leur demandait de se souvenir d'un souvenir autobiographique agréable. Et ces 2 souvenirs, on les faisait en état de conscience normal, mais on les faisait aussi en hypnose. Donc en hypnose, Madame Fémonville faisait une induction hypnotique. Et puis sur base du récit qu'ils avaient fait de l'expérience imminente, de mort imminente, on faisait des suggestions de bien-être, la vision du tunnel, les sorties hors du corps. Donc on suggérait tous les phénomènes qu'ils auraient vécus pendant cette EMI. Alors au niveau du vécu subjectif, voilà ce qui se passe. Donc ici vous avez la condition souvenir autobiographique et là la condition expérience de mort imminente. Les points rouges représentent les scores en hypnose et les points bleus les scores en état de conscience normal. Donc ici vous avez les conditions de similarité, à quel point ce que je me souviens comme souvenir est similaire à ce que j'ai vécu. Les composantes d'absorption et de dissociation dont on a déjà parlé. Donc vous voyez que pour le simple souvenir, en hypnose, on a une absorption, une dissociation qui est significativement plus importante qu'en état de conscience normal. Pour l'expérience de mort imminente, en plus de l'absorption et de la dissociation plus importante en hypnose, on a aussi un degré de similarité qui est plus important en hypnose qu'en état de conscience normal. Donc avec l'hypnose, en effet, on a pu faire revivre à la personne quelque chose qui se rapprochait au plus de l'expérience de mort imminente qu'elles avaient vécue. Au niveau cérébral, ça n'a pas été aussi intense qu'espéré au niveau de nos résultats. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que particulièrement au niveau des ondes alpha, que ça soit en hypnose ou en état de conscience normal, seul le souvenir de l'expérience de mort imminente faisait augmenter les ondes alpha au niveau plutôt frontal et postérieur, ce qui est relié en fait simplement à une attention très très focalisée. Quand l'attention est vraiment très focalisée, on augmente ce type d'ondes, et aussi au processus de mémorisation. Donc certainement que cette expérience de mort imminente va venir rechercher de manière plus importante dans ces ressources-là qu'un souvenir simple autobiographique. On n'est pas les seuls à utiliser l'hypnose pour ça, donc le service du professeur Facco va aussi utiliser l'hypnose
pour faire revivre des expériences de sortie du corps. Donc vous voyez cette sensation que le corps flotte au-dessus de vous. On sait par plusieurs études que c'est cette région, la jonction temporopariétale, qui est impliquée dans ce phénomène d'OBE. Et dans cette étude, ils ont posé des questions dans deux conditions. Donc imaginez une sortie hors du corps et une sortie hors du corps qui est suggérée par l'hypnose. Ils ont demandé, est-ce que vous avez l'impression que le temps, la vitesse du temps est différente? Est-ce que vous avez l'impression d'une plus grande unité avec l'univers? Est-ce que vous avez l'impression que votre corps est séparé? Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a plus de limite de votre corps? Et la seule chose différente qui ressort, c'est que c'est vraiment cette sensation de corps séparé qui est plus importante en hypnose par rapport à une condition d'imagination. Et cette sensation est corrélée avec une diminution des rythmes bêta et gamma dans ces régions clés, plutôt pariéto-temporales, donc la jonction temporopariétale. Donc on arrive à faire revivre quelque chose qui ressemble au plus proche de nouveau d'une sortie hors du corps grâce à l'hypnose. Alors pour nous c'est vraiment intéressant parce que être au moment présent quand votre patient fait une expérience de mort imminente ou une sortie hors du corps, c'est tout bonnement impossible. On n'a pas les moyens d'arnacher tous les patients aux soins intensifs avec un EEG. Donc il faut qu'on trouve des chemins détournés pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et on voit qu'avec l'hypnose, on y arrive, on peut s'en rapprocher en tout cas, même si on ne saura pas expliquer tous les phénomènes qui y sont liés. Donc c'est vraiment intéressant pour nous. Donc voilà, je suis dans les temps, hein, Frédéric. Cool. En conclusion, le message que je voulais vous faire passer, c'est que les études en neurosciences, les études comportementales mettent bien en évidence ce que vous observez au niveau clinique, une modification de la perception de la conscience des personnes lorsqu'elles sont en hypnose, avec une augmentation de l'absorption, de la dissociation, une modulation de la conscience de soi, une diminution de la conscience de l'environnement, avec des corrélats neuronaux qui sont très clairs. Même s'il y a des divergences, on est tous d'accord que ces réseaux conscience interne et externe fonctionnent différemment en hypnose. Des différences au niveau aussi bien de la structure que du fonctionnement du cerveau des personnes qui sont plus ou moins sensibles à l'hypnose, avec peut-être un futur pour des apports extérieurs de stimulation ou des apports via des médicaments ou des molécules pour augmenter cette hypnotisabilité, ça doit être encore vérifié et retesté. Et puis je pense aussi l'hypnose n'est pas simple évidemment à étudier puisque c'est dépendant de la susceptibilité des personnes à l'hypnose, de l'induction que nous on va utiliser en tant que chercheurs, des suggestions qui vont être utilisées, qui font qu'on a des réponses qui sont différentes selon les laboratoires de recherche. Donc cette nécessité d'uniformiser aussi les méthodologies dans la communauté des chercheurs en hypnose. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bonne soirée à tous.